Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour l'invitation. Donc, je m'appelle Emmanuel André, je suis médecin spécialiste en microbiologie clinique et je suis responsable à la fois du diagnostic des maladies infectieuses aux hôpitaux universitaires de Leuven et également je suis professeur de microbiologie à la KU Leuven. C'est dans ce cadre-là aussi que je suis responsable du laboratoire national de référence Covid-19 en Belgique. En termes de conflit d'intérêts, donc je n'ai pas de conflit d'intérêts. C'est-à-dire que je n'ai pas de lien financier ou autre avec des firmes qui commercialiseraient actuellement ou à l'avenir des vaccins ni des médicaments antiviraux. Donc, par rapport à tout ça, il n'y a pas de souci. Je suis par contre victime de façon régulière de campagnes calomnieuses sur les réseaux sociaux par rapport à d'éventuels liens avec Bill Gates ou autres, ce qui n'est absolument pas le cas, mais je suppose que vous le savez. Donc, aujourd'hui, j'ai préparé cette présentation sur différents points. Le premier élément, c'est qu'on constate que le virus continue de muter de façon régulière. Il va continuer à le faire. Et donc, quand on regarde le génome du virus, eh bien, on voit qu'il y a certains endroits au niveau de la protéine S. Cette protéine S, c'est la protéine qui est en lien avec nos anticorps, aussi avec nos cellules. C'est à travers ça que le virus va rentrer dans nos cellules et aussi à travers ça que notre système immunitaire va s'activer. On voit qu'à ce niveau-là, il y a énormément de mutations. C'est normal parce que le virus est sous pression de notre immunité qui évolue également. Et quand on regarde à travers les mois de cette pandémie, on voit qu'il y a eu énormément de modulations. C'est des variants différents, on le sait, qui ont évolué chacun l'un après l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y avait une sélection de ces variants à chaque fois, parce qu'à chaque fois que notre immunité s'adaptait quelque part, eh bien le virus mutait et trouvait un moyen d'échapper à cette immunité. Quand on regarde l'arbre généalogique de ce virus et des différents variants, on voit que les différents variants comme alpha, donc ça c'est la souche initiale, le grand-père, mais quand on compare l'alpha et le delta, par exemple, ils font partie de deux branches de la famille qui sont complètement opposées. Donc, quelque part, quand on a des nouveaux variants, et un peu comme le Omicron est apparu après le delta, eh bien, le nouveau variant qui arrive est parfois un cousin éloigné qu'on n'attendait plus. Et donc, c'est comme ça qu'évolue ce virus. Il y a donc probablement dans le monde encore des poches où il y a des variants qui sont en train d'incuber. Pourquoi? Parce que Emmanuel, uw slides bewegen niet. Mijn slides bewegen niet. Ik zie het toch niet. En mevrouw Vonk ziet dat ook niet. Oui, faut dire n'avance pas. Il faudrait les mettre en plein écran aussi, si possible. Mais c'est ça que j'avais fait. Est-ce que maintenant vous voyez la deuxième slide? Ah oui, maintenant okay. C'est autre chose, oui, effectivement. Je vous prie de m'excuser. Donc, quand je parlais de l'arbre généalogique, eh bien, ça, c'était le variant initial et on voit qu'il a évolué, donc alpha, delta, omicron, et à chaque fois, ce sont des nouveaux variants qui viennent de relativement loin et c'est compréhensible puisque le virus doit à chaque fois essayer de trouver un moyen d'échapper le plus possible à l'immunité qu'on développe. Et quand on regarde la liste des mutations, ici dans le cas de la protéine S, quand on parle alpha, delta et omicron, qui sont les principaux qui nous ont atteints en Belgique, eh bien, on voit qu'il y a à chaque fois des mutations qui se listent. Je ne vais pas aller dans les détails. Et il y en a à chaque fois de plus en plus. Et quelque part, c'est le variant qui essaie de s'adapter. Et quand je dis Omicron, on parle déjà de deux types d'Omicron, d'un troisième même. Et donc, on sait que ce virus va continuer à évoluer. Alors, maintenant, voilà. Quand on parle de la virulence des différents variants, eh bien, d'abord, dans cette partie-ci de la dia, dans la partie de gauche, on voit que par rapport au risque, à l'évaluation qu'on peut faire du variant initial, donc la souche de Wuhan, en termes d'hospitalisation, soins intensifs, mortalité, l'alpha était plus virulent que la souche initiale et le delta encore plus virulent. Donc, l'évolution naturelle du virus, c'est d'évoluer et jusqu'à Omicron, qui est devenu moins virulent que delta, eh bien, le virus évoluait pour devenir est devenu plus virulent. Qu'il l'a fait exprès ou pas, ça c'est une autre chose. Mais par contre, ce qu'on observe, c'est quand on regarde la mortalité en Belgique, on voit que la souche initiale qui était la moins virulente et l'alpha, qui était un peu plus virulent, ont provoqué le plus de décès. Alors que par rapport à la souche la plus virulente qui est le delta, qui a fait 2 vagues d'infection, et notamment celle qu'on vient de clôturer, eh bien, il y a eu relativement peu de décès.
comment est-ce que c'est possible qu'un virus qui est plus virulent provoque moins de décès? Bien, la réponse, elle est simple, c'est que les humains aussi sont capables de s'adapter et vont continuer à le faire. Et dans cet équilibre, il y a des éléments qui sont en dehors de notre contrôle et d'autres qui sont dans notre contrôle. Les éléments qui sont en dehors de notre contrôle, c'est la virulence du virus. On ne sait pas si le prochain variant va être plus ou moins virulent. Par contre, on sait qu'en termes de transmission, il aura de toute façon un avantage, puisqu'un nouveau variant ne peut prendre le dessus que s'il a des avantages dans la transmission par rapport au précédent. Par contre, dans les événements sur lesquels on peut agir, de façon partielle en tout cas, c'est qu'on peut prendre des mesures qui diminuent la transmission aérienne du virus. On peut faire en sorte qu'il y ait plus ou moins d'infections dans une société et donc plus ou moins d'immunité qui se développe post-infection. On peut donner des vaccins. On peut aussi, et on pourra certainement de plus en plus, donner des traitements aux personnes qui l'ont. Alors, est-ce que le vaccin a eu un impact? Donc, quand on regarde l'évolution de la mortalité, donc on se souvient que les 2 premières vagues d'infection en Belgique ont provoqué beaucoup de décès et les dernières vagues beaucoup moins. Alors, est-ce que c'est l'évolution naturelle? Est-ce qu'on aurait pu atteindre ça sans un degré de vaccination? Mais prenons un exemple en Europe d'un pays qui a le moins vacciné. On voit que chez eux, la mortalité n'a pas diminué. Et donc, on voit bien que quand on regarde la seule vraie différence qu'il y a entre ces deux pays, c'est une couverture vaccinale qui a été très précoce et très intense en Belgique. Et c'est ça qui a provoqué ce changement en termes de mortalité dans les 2 vagues précédentes, avec ce delta qui est particulièrement sévère. Alors, également, par rapport à l'impact de la vaccination sur la transmission, donc on sait qu'il y a un impact majeur de la vaccination sur le nombre de décès, et d'autant plus que le virus circule. On voit cette différence. Quand il n'y a pas très peu de virus, il y a peu de différence, mais par contre, en pleine vague, on observe toujours cette grande différence. Ça, ce sont des données des États-Unis, mais qui sont similaires dans d'autres pays. En ce qui concerne la transmission, il y a une réduction de la transmission. Cette réduction, elle est présente, on ne peut pas la nier, elle n'est pas parfaite, et c'est d'ailleurs pour ça que le virus continue à circuler, même dans des populations largement vaccinées. Alors, on entend beaucoup parler de « oui, mais on va vers un stade endémique ». Donc, on va passer, en effet, probablement d'un stade de pandémie, c'est-à-dire imprévisible, avec des énormes vagues et avec, lié aux infections, beaucoup de décès, mais on voit que ces décès diminuent, vers un stade qu'on va appeler endémique, parce que le nombre de décès va être relativement diminué et maîtrisé, prévisible quelque part. Alors que la circulation virale, elle, va probablement continuer à être importante. Je vais pas aller dans tous les détails de ça, mais je pourrais aller plus loin si vous le souhaitez. Alors, comment est-ce qu'on peut créer une immunité suffisante? Alors, je vais prendre plusieurs scénarios, vaccin, pas de vaccin, et puis la vie réelle. Alors, si on utilise un schéma dans lequel tout le monde est uniquement vacciné, reçoit ses 3 doses et est boosté chaque année. Prenons cet exemple, puisqu'il circule, etc. Mais c'est sûr que, en fait, pour atteindre un niveau d'immunité qui est suffisant, qui diminue très significativement le risque de maladie sévère, eh bien, il faut 3 doses. C'est un vaccin à 3 doses. On a espéré que ce soit à 2 doses, mais c'est à 3 doses. Et probablement que des boosters chaque année pourraient aider. Bon. Prenons maintenant le cas d'une personne qui développerait une très bonne immunité en ayant été exposé à tous les variants. Et donc, c'est quelqu'un qui est jeune, en pleine forme, qui va à toutes les Covid-parties et qui se fait infecter variant avec variant. Mais c'est sûr que cette personne qui n'a jamais développé une forme sévère et qui se fait infecter de variant en variant va au final développer une immunité et son risque de développer une infection sévère est limité. Il va être certainement moindre à chaque fois qu'il va être exposé au virus. Alors, dans ce scénario sans vaccin, mais ce scénario n'évolue pas de façon positive pour tout le monde, puisqu'il y a des gens qui sont à haut risque et qui, la première fois ou même la deuxième fois qu'ils sont exposés au virus, eh bien, décèdent et n'ont pas le temps de développer cette immunité naturelle donc, que tout le monde vante, etc. Et ça, c'est arrivé chez environ 1 million d'Européens. Et donc, il y a 1 million de personnes presque en Europe qui sont décédées parce qu'elles n'avaient pas l'immunité suffisante. Et quand on reprend les 2 exemples de la Bulgarie et de la Belgique, mais on voit que le nombre de décès a augmenté de façon importante et puis après est devenu relativement plat en Belgique. Pourquoi? Parce qu'on a vacciné de façon très intense les personnes les plus à risque en tout cas. Alors, il y a aussi le profil, et ça, il faut le prendre en compte dans ce débat, c'est des personnes qui font extrêmement attention, qui n'ont pas été vaccinées parce qu'elles ont peur du vaccin, mais qui ont aussi peur du virus. Donc, c'est des gens qui sont restés chez eux
cloîtrés avec des masques FFP2, etc., depuis 2 ans, et qui aujourd'hui, probablement avec Omicron, vont se faire infecter parce qu'Omicron est tellement présent et qu'on dit qu'il est un peu moins pathogène, donc on se dit bon, et qui vont continuer à faire attention, mais en fait, avec une seule infection, elles vont rester dans une zone, et certainement si la prochaine fois qu'elles se font infecter par un nouveau variant, c'est l'hiver prochain, vont rester dans une situation où si le prochain variant est beaucoup plus pathogène, admettons, et c'est possible, eh bien, elles seraient de nouveau à risque d'infection sévère. Alors, la vie réelle, c'est quelque chose de différent. Et ça, c'est le scénario qui est arrivé pour la vaste majorité de la population belge. Et c'est pour ça qu'on s'en sort bien. C'est qu'au final, la grande majorité des adultes en Belgique a reçu 1, 2, 3 doses et a fait 1 ou 2 infections. Et donc, la vaste majorité de la population belge aujourd'hui a monté ces différentes marches de façon assez rapide, assez efficace. Et aujourd'hui, on est, pour une période, je le pense, prolongée, dans une zone relativement safe pour toutes ces personnes. Et donc, un petit mot sur ce qu'on appelle le mapping antigénique. Ces différents variants sont différents dans la protéine spike, cette petite protéine à l'extérieur, et c'est ça qui fait que on va avoir des efficacités vaccinales qui vont être plus ou moins importantes, etc. Et donc, quand on fait une infection avec un variant, eh bien, on peut mesurer la distance entre, par exemple, un delta et un omicron, et cette distance est représentative du risque de réinfection après avoir développé une infection naturelle. On peut aussi voir cette distance en termes par rapport aux gens qui ont reçu un vaccin. Et de nouveau, Omicron, parce qu'il a tellement de mutations, échappe à tout ce système. Et fort heureusement, on a de la chance cette fois-ci, Omicron est moins sévère, même s'il amène, comme vous savez, beaucoup de personnes à l'hôpital. Alors, je vais commencer à conclure. Est-ce que c'est un vaccin à 2 doses ou à 3 doses? Bon, ce qui est sûr, c'est que 2 doses diminuent drastiquement, cette donnée de Suisse, le nombre de personnes qui décèdent du Covid. Et quand on prend tous les âges de la population confondus, d'accord, et ça se représente ici, d'accord, plus de 10 fois, on diminue de plus de 10 fois le risque de décès. Et puis alors, on diminue encore de plus de 10 fois, d'environ 10 fois, le risque de décès si les gens ont reçu un booster. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un vaccin qui, probablement, dans sa définition, est un vaccin aujourd'hui à 3 doses et pas à 2 doses. Et donc, c'est pour ça que le fully vaccinated plus booster, en fait, ça veut dire fully vaccinated. Je pense qu'aujourd'hui, il faut pouvoir dire que c'est 3 doses. Alors, l'impact de l'âge, ça aussi, je crois que c'est important dans le débat que vous avez, c'est de savoir que, mais évidemment, les gens ne sont pas au même risque de décès en fonction de leur âge. On sait que les personnes plus âgées restent et resteront les plus à risque de décès, et que l'efficacité vaccinale, quelque part, peut aussi varier en fonction de l'âge. Et ce qui est intéressant sur cette donnée d'Angleterre, c'est qu'il y a un impact évident pour tous les âges d'être vaccinés, et cet impact, il est particulièrement marqué à partir d'un certain âge, à partir de 50 ans, et certainement dans les populations les plus âgées, même si, par exemple, dans ces personnes très, très âgées, le vaccin fonctionne un peu moins bien, c'est chez ce même groupe qu'on va pouvoir sauver le plus de vies si on les vaccine, parce que les nombres sont grands. Alors, en Belgique, quand on remet un peu de contexte à les données de Sciensano, les personnes non vaccinées qui ont plus de 50 ans, c'est ces petites cases grises. Donc, ça représente une infime minorité de la population générale. Et ces personnes, pourtant, ont un risque important de développer des formes sévères, certainement s'ils n'ont pas encore rencontré plusieurs fois le virus de façon naturelle. Alors, passons à l'aspect pragmatique. Plusieurs choses. Est-ce que on peut aborder les choses de 2 manières? Ça va être mes 2 dernières slides. La première manière, c'est, OK, on fait confiance à la loterie. C'est-à-dire, on se dit, OK, Omicron était moins sévère, le prochain sera, espérons-le, moins sévère. OK, c'est une bonne option, alors il ne faut plus vacciner. Mais de nouveau, ça, c'est une loterie. Je ne peux pas vous dire que le prochain variant sera moins sévère, puisque aucun élément ne va dans cette direction. Prenons donc, parce que s'il s'agit de se préparer, l'effet le mode, pas pour lequel on est déjà préparé, mais pour lequel il faudrait éventuellement se préparer. Et là, de nouveau, il y a l'impact de la vaccination. Si on vaccine aujourd'hui les personnes, l'impact sera d'autant plus important que le variant sera plus ou moins proche du vaccin. Et donc, en gros, dans ce schéma-ci,
on reste un peu dépendant. On peut se dire, OK, on n'avance pas, mais avec un peu de bol, on peut y arriver. C'est évidemment une approche qu'on peut décider de prendre, mais qui est liée à beaucoup d'incertitudes. Par contre, et je clôture par ici, euh, on peut aussi avoir une approche beaucoup plus pragmatique. Se poser la question à titre individuel dans la population, est-ce que les gens une personne est totalement vaccinée? Si oui, on se pose la question, est-ce qu'elle a un système immunitaire fragile? Si oui, je pense qu'il faut mettre ces personnes-là dans un schéma où on va répéter des boosters parce que quelque part, on ne veut pas prendre le risque qu'elles développent une infection sans une protection vaccinale optimale. Et on va aussi compléter probablement avec des antiviraux. Si ces gens n'ont pas de système immunitaire fragile, comme la large majorité de la population, donc la large majorité de la population aujourd'hui, je pense, mais ça peut évoluer en fonction de l'évolution des connaissances, évidemment, qu'on n'aura pas besoin de booster. Pourquoi? Parce que le virus va continuer à circuler de façon importante dans la société et que ces infections, et on le sait, c'est démontré, vont jouer un rôle de booster et optimiser à chaque fois notre immunité, y compris en stimulant l'immunité mucosale dont on a parlé plus tôt. Et donc, ces gens-là, quelque part, je pense que, sauf surprise, on pourra laisser évoluer les choses. Si les personnes ne sont pas vaccinées, la vraie question que je me pose en tant que médecin, c'est est-ce qu'elles ont reçu une information correcte et complète? Et est-ce qu'elles ont reçu une évaluation du risque individuel par un médecin qui est compétent pour le faire? Ou quelqu'un d'autre qui serait compétent pour le faire? Si la réponse est non, si les gens n'ont pas reçu la bonne information, si ces gens laissent circuler autour d'eux uniquement des fausses informations, et ça a lieu en Belgique, je pense que ces gens restent sous la responsabilité publique. On doit les prendre en considération et quelque part, on est responsable du fait que ces gens n'ont pas eu accès à la bonne information. S'ils ont eu accès à l'information, quelque part, et qu'on se rend compte qu'ils sont à haut risque, la question que vous vous posez aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut les vacciner de façon obligatoire? C'est à vous d'apporter la réponse. Est-ce qu'on peut, de façon comme une alternative, proposer une manière de diminuer le risque en se confinant un maximum pour diminuer leur exposition à eux, pour cette minorité de la population? Et donc, la question ici, c'est vraiment de faire des choix et qu'est-ce qui est acceptable pour la société. Et pour les gens qui sont considérés à faible risque, pourquoi? Parce qu'ils sont jeunes, qu'ils ont déjà fait 2 infections sans développer de formes sévères, etc. Mais je pense que, en tout cas, on peut poser la question de la vaccination obligatoire, puisque ces gens, un jour, auront peut-être 50 ans, ça c'est oui, et il y a toujours un bénéfice, et ça doit être clair aussi, dans chaque groupe d'âge d'être vacciné, mais ce bénéfice est différent, ça je pense que tout le monde l'appréhende. Et ici, alors, on peut se dire, quelque part, ça devient de la responsabilité individuelle, puisque cette personne n'a pas eu a eu accès à la bonne information, a eu son risque évalué, on a fait une sérologie, on a montré qu'il y a des anticorps, bien, ces gens-là, quelque part, peuvent éventuellement, s'ils le souhaitent, mais être dans une sorte d'opting out par rapport à une vaccination telle qu'elle est faite aujourd'hui en Belgique. Et je m'arrêterai ici, j'espère que je n'ai pas dépassé le temps que vous m'aviez accordé. D'accord, un grand merci, je vais essayer de ne pas être trop long, évidemment, pour respecter tout le monde et la soirée, tout le monde, ceux qui doivent encore chanter pour endormir leurs enfants. Donc, je vais commencer par 2 premiers points plus généraux. Je crois que dans ce débat, il y a 2 choses qui doivent être séparées. C'est la plus-value de la vaccination, et je veux dire ici la vaccination telle disponible aujourd'hui, avec les vaccins disponibles aujourd'hui, les balances bénéfices-risques aujourd'hui, là, les bénéfices sont clairs, et donc il n'y a pas de doute. La plus-value de l'obligation, là, c'est évident que ce débat est beaucoup plus complexe et nécessite une pondération, et c'est l'exercice que vous faites et que je respecte énormément. Et dans cette pondération-là, il est évident pour moi que le point de vue d'un médecin peut être différent de celui d'un parlementaire, et je trouve que ce point de vue-là et les conclusions qui sont liées à ces points de vue différents, le fait que puisse différer, je trouve que c'est normal et c'est ça. Le deuxième élément que je voudrais mentionner, c'est que je pense qu'il est extrêmement important dans des situations comme celle-ci de se baser sur l'évidence médicale, evidence-based medicine.
C'est-à-dire qu'au tout début de la crise, on était dans un nombre d'incertitudes très, très élevé, y compris au niveau médical et scientifique. Ce n'est plus le cas, en grande partie en tout cas, parce que les choses ont énormément évolué aujourd'hui. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, il faut faire attention aux fausses pistes de solutions que proposent certaines hypothèses biomédicales. Et je pense que, au même titre que ce qu'a été l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, ou des vaccins nasaux qui n'ont pas encore démontré leur efficacité, je ne dis pas qu'ils ne démontreront pas, je pense que c'est important de ne pas prendre des décisions sur des choses qui n'ont pas encore démontré leur efficacité. Je pense que ça, la médecine basée sur les évidences, c'est accepter de prendre des décisions médicales sur base de choses qui ont été démontrées. Et ça, pour moi, c'est un point important, en espérant évidemment que la recherche évolue, que la médecine évolue et qu'on pourra, de façon incessante, améliorer les services qu'on offre. Alors, il y a une des questions qui revient régulièrement, c'est est-ce que le vaccin actuel va rester efficace avec les variants? Donc, on sait que ce virus évolue, mais il évolue autour d'un thème. Il y a une racine commune autour de tous ces variants, c'est quelque part le variant initial. Et on a vu dans l'arbre que je vous ai montré tout à l'heure que la généalogie, donc la phylogénie autour de ce variant, elle pouvait partir dans un sens ou dans l'autre en fonction du variant. Mais ce qu'on a appris au cours de ces variants, on l'a vu pour alpha, on l'a vu pour delta, on l'a vu pour omicron, c'est que l'efficacité vaccinale contre les formes sévères restait excellente. Et donc, oui, on se pose toujours la question, et d'un point de vue scientifique, je me suis aussi posé la question, on a écrit des articles, etc., en montrant les résultats de nos expérimentations, sur, mais tiens, avec Omicron, quelle est la diminution à laquelle on peut s'attendre en termes d'efficacité de nos anticorps, de l'immunité liée au vaccin ou à des infections précédentes. Mais même si ces questions doivent et seront toujours posées, aujourd'hui, on n'a pas de preuve qu'un variant tout à fait nouveau, qui diffère du thème initial, puisse provoquer un échappement complet. Donc, ce sera toujours une efficacité qui sera, voilà, qui pourra varier, mais l'efficacité, on ne s'attend pas à des choses. Voilà, ce n'est pas un changement de virus, c'est un changement de variant. J'aimerais aussi apporter par rapport à ça, mais je pourrais aussi transférer dans les notes des références à des articles qui montrent que quand on compare, parce que j'entends beaucoup de comparaisons avec le vaccin annuel de la grippe, qu'on doit adapter chaque année et qu'on doit administrer chaque année puisqu'on l'a adapté, mais on l'adapte parce qu'il y a un shift antigénique, c'est-à-dire que les protéines qui sont à la surface du virus de la grippe ont tellement changé qu'on a besoin que les anticorps de la fois passée ne peuvent plus bien reconnaître. Et ce shift antigénique, on peut le mesurer en termes de pourcentage de modification. Et les études qui ont été faites, mais c'est encore des études pré-Omicron, donc il va falloir les mettre à jour, mais juste avant Omicron, on voyait que la modification antigénique, en fait, était beaucoup plus limitée entre les variants du SARS-CoV-2 comparé aux variants de la grippe. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on n'est pas encore certain que, ce sera toujours nécessaire d'adapter le vaccin et que, voilà. Et donc ça, c'est un point important, c'est que ces variations antigéniques, ce n'est pas non plus passer d'un virus à l'autre. Et je crois qu'ici, il faut quand même recentrer le débat. Alors, beaucoup de questions autour de l'information. Pour moi, l'information, c'est donner l'occasion aux personnes d'avoir quelqu'un qui puisse répondre de façon informée, avec un vocabulaire que les gens puissent comprendre, mais ça n'empêche pas que l'information doit être correcte. C'est aussi, dans l'information, susciter des questions, plus que chercher à convaincre. Et quand on parlait de la démarche dans les écoles, par exemple, etc., c'était vraiment ça, c'était susciter des questions, c'était d'essayer d'apporter des éléments de réponse, mais en aucun cas, que ce soit pour moi ou pour les autres médecins qui ont participé à ces séances d'information, l'objectif était de convaincre ou d'obliger qui que ce soit. Et donc ça, c'est vraiment une différence. Et je crois que cette information, elle est importante. Et il faut accepter que dans notre société, il n'y a pas un seul groupe homogène de personnes mal informées. Il y a une multitude de groupes, de personnes qui ont
n'ont pas eu accès à l'information ou eu accès à de l'information biaisée ou même de la désinformation de façon systématique. Et pour ces personnes et pour ces groupes, il faut accepter d'avoir une approche ciblée, individualisée. Et ça nécessite donc un effort extrêmement important, puisqu'il y a une diversification importante. Et même si je crois au pouvoir des influenceurs et des chanteurs, je pense que le devoir, il est surtout dans notre système médical, dans le système de santé, d'aller apporter à ces personnes ce droit à l'information. En tenant compte aussi du fait que beaucoup de ces personnes qui n'ont pas eu accès à l'information, qui ont accès uniquement à de la désinformation parfois, ces personnes sont souvent dans des situations de multi-problèmes. Ce sont parfois des personnes qui ont des problèmes médicaux qui se sont empirés parce qu'ils n'ont pas eu accès aux services médicaux ou à l'information par rapport à d'autres pathologies. C'est parfois des problèmes, parfois des personnes qui ont beaucoup de problèmes sociaux. C'est parfois des problèmes simplement de langue et d'accès à l'information d'un point de vue de vocabulaire. Et donc, oui, je pense, et ça, j'en reste convaincu, qu'il faut renforcer l'accès à l'information et surtout l'accès à la première ligne de soins. Il faut aussi se rendre compte que la façon dont on a organisé la première ligne et la médecine en Belgique, c'est la médecine à l'acte. Donc, les médecins sont quelque part souvent rémunérés en fonction d'actes qu'ils produisent. La question, c'est est-ce que notre système, qui fonctionne de cette façon-là, et je ne vais pas juger si c'est bien ou pas bien, mais est-ce qu'on valorise suffisamment le temps tel qu'il est décrit ici, entre autres par ma collègue pédiatre et bien par bien d'autres médecins généralistes, le temps que les médecins doivent prendre, doivent dédier à ces personnes qui viennent avec tellement de questions il faut pouvoir y répondre. Est-ce qu'on valorise suffisamment cet acte-là de répondre aux questions? Alors, là-dessus, je vais rebondir sur la question par rapport à la comparaison. Est-ce que la comparaison entre la Belgique et la Bulgarie, par exemple, est justifiée, justifiable? Parce qu'on sait bien que la Bulgarie n'a pas le même système de santé. Et la qualité d'un système de santé peut être mesurée sur beaucoup d'aspects, mais un des aspects qu'on peut mesurer, par exemple, c'est l'accès à la vaccination. Un système de santé fragile, c'est un système de santé qui n'arrive pas à engager sa population dans une logique de prévention du risque. Et là, clairement, et sans juger des aspects hospitaliers, qualité des hôpitaux, etc., parce que là, je n'ai pas assez d'informations, mais clairement, en termes d'accès à l'information, on voit qu'il y a eu un problème, puisque dans certains pays ou certaines poches de la population qui n'ont pas eu accès à la vaccination, très clairement, une grande partie de ce problème-là, c'est l'accès aux soins de santé dans sa logique de prévention. Et je crois que ça, c'est important à noter. Alors, une des questions qui m'a fort interpellé, c'est est-ce qu'il faut, pour les personnes non vaccinées, limiter l'accès aux soins? Est-ce qu'il faut imposer des sanctions? Ma réponse est non. Pourquoi? Parce que la logique dans laquelle je m'inscris, c'est de protéger ces personnes. Quand je demande à ces personnes de se faire vacciner, c'est parce qu'il y a une certaine vulnérabilité chez ces personnes, elles sont à risque, et le but, c'est de pouvoir améliorer leur pronostic de santé. Et donc, dire, OK, on voudrait vous obliger à être vacciné pour votre santé, mais de l'autre côté, on ne vous soigne pas si vous êtes malade, ça n'a aucun sens. Et même d'un point de vue éthique et de la pratique médicale, je crois qu'il n'y a aucun médecin qui accepterait de ne pas donner l'accès aux soins, en tout cas, voilà, sauf dans des cas d'extrême urgence, où là, les choses sont toujours discutées au cas par cas. Mais donc, non, pas de règle qui limiterait l'accès aux soins à une partie de la population. Ça me semble, voilà, justement à contresens de la logique de vouloir donner accès au vaccin à toutes ces personnes. Alors, voilà, la question de la sanction, etc. Mais pourquoi imposer une sanction obligatoirement? Je comprends l'aspect légaux que vous abordez, mais moi, je ne suis pas un expert de tout ça. Alors que ce qu'on veut chercher surtout, c'est de créer, voire d'obliger un contact avec le monde médical et accueillir ces personnes qui viennent avec un capital de doute, ouais, les accueillir de la meilleure manière pour recréer de la confiance, recréer du lien. Et donc, voilà, voilà, est-ce que la sanction va soutenir cette logique-là, alors que justement, le but, c'est de recréer de la cohésion entre le patient et son médecin.
Euh, il y a eu également des questions autour de, voilà, est-ce qu'il faut obliger en fonction du type de vaccin? Et donc, oui, on entend qu'il y a des études cliniques qui sont en cours par rapport à faire un vaccin pour un variant, qui seront probablement dépassés le jour, parce que le jour où les résultats sortiront, ce sera déjà un autre variant. On entend des études cliniques par rapport à des nouveaux vaccins, etc. Je crois que l'obligation vaccinale, c'est l'obligation sur la base des vaccins qu'on a aujourd'hui. Ce débat-là, il doit être sur base de ce qu'on a aujourd'hui, de l'évidence qu'on a aujourd'hui. Mais il y a en parallèle à ça, et ça c'est indépendant de l'obligation vaccinale éventuelle, c'est l'obligation de l'État, et à travers ça le Conseil de la Santé, le Conseil supérieur de la Santé et d'autres institutions, de mettre à disposition de la population le ou les meilleurs vaccins et le ou les meilleurs schémas vaccinaux en fonction du profil de chaque personne, de l'âge, des comorbidités, des effets secondaires, des contre-indications éventuelles, de l'évolution du virus, du variant, s'assurer que ça reste les meilleurs vaccins et puis évidemment l'évolution des vaccins qui peuvent éventuellement changer. Et donc, voilà, je pense que ce débat, il doit être sur base des données dont on dispose aujourd'hui, pas trop de données qui vont par définition évoluer. Une question d'un point de vue épidémiologique que je trouvais aussi très intéressante, c'est, OK, on parle d'un passage d'une phase pandémique avec des grandes variations et la définition de la pandémie, c'est aussi un grand impact sur notre santé, mais l'organisation de notre société, vers un état endémique qui est un état plus stable. Ça ne veut pas dire moins de malades et moins de morts, ça veut dire plus prévisible. Et est-ce qu'on pourra voir réémerger une nouvelle pandémie? Alors, je pense que ce scénario-là, sauf si il y a d'autres virus qui sont derrière la porte, ça c'est sûr, d'autres virus, d'autres bactéries qui peuvent eux aussi provoquer des pandémies, mais dans ce cadre-ci, je crois que ce qui est probable, voire même certain, c'est que dans la phase post-pandémique, il y aura des épidémies. Et ces épidémies, elles seront des épidémies, des épidémies limitées dans le temps, dans l'espace, et ces épidémies, elles vont frapper de façon surtout très importante les populations, les patients qui sont non ou partiellement vaccinés. Donc, on peut très bien imaginer que si on déclare la phase endémique, que sais-je, il y aura encore des épidémies qui vont surgir parce qu'il y aura toujours des poches de la population qui sera plus vulnérable en fonction notamment du fait qu'elles ne sont pas vaccinées. En termes des questions relatives aux boules de cristal, l'évolution prévisible de la sévérité intrinsèque du virus. Est-ce que ce virus va devenir de moins en moins ou de plus en plus sévère? Comme j'ai essayé de vous le montrer tout à l'heure, ce virus, parfois il devient plus sévère, parfois un peu moins, ça dépend un peu du variant. On m'a posé la question, est-ce qu'il y a d'autres pathogènes, d'autres virus qui ont montré que voilà, ça n'allait pas toujours dans le sens de moins de sévérité, parce que ça, c'est vrai que c'est dans le discours que j'entends. Mais je vais prendre un exemple dont on vient de parler, les bronchiolites à RSV. Le RSV, c'est un virus qui est là chaque année, il circule chaque année. C'est pas comme si le RSV était de moins en moins pathogène d'année en année, sinon on n'en parlerait plus. Ce RSV, il provoque un certain nombre de pathologies sévères chez les jeunes enfants chaque année, et le RSV ne devient pas spécifiquement moins pathogène d'année en année, même s'il peut y avoir des variations, et ces variations peuvent aller dans un sens ou dans l'autre. Je prends un autre exemple un peu marquant, Ebola. Ebola, on sait que c'est des épidémies qui arrivent surtout en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Il y a souvent beaucoup de sévérité. On n'a pas vu à travers les décennies moins de personnes qui mouraient. Pas spécifiquement, ça peut changer en fonction de la souche qui a émergé, mais bon, même si ici le contexte d'Ebola est un peu différent parce que c'est voilà, mais bon, je pourrais compléter s'il faut. Alors, par contre, ça c'est la virulence intrinsèque du virus. Il y a aussi ce que j'ai voulu montrer toujours en parallèle, c'est la sévérité et l'impact réel en situation réelle. Et là, on voit qu'au travers de l'augmentation de notre immunité collective, eh bien, cette sévérité, quel que soit le variant, qu'il soit plus ou moins sévère, elle devient de plus en plus prédictible. Et quelque part, cette immunité qu'on construit, il n'y a pas de marche arrière. Des personnes qui ont développé une immunité en ayant été vaccinées,
en ayant été infecté, etc., ça reste quand même un capital, même si on sait qu'il y a ce qu'on appelle le waning immunity, ça veut dire qu'il y a une perte un peu de l'efficacité de cette immunité qui peut avoir lieu avec le temps, ça reste quand même un capital qui est là. Et ce waning immunity ne tombe jamais à zéro non plus. Donc, je pense que même si on a des variants qui seront, admettons, aussi virulents que Delta l'hiver prochain, possible, vu le paquet immunitaire qu'on a dans notre société, on ne va pas non plus rentrer dans des scénarios catastrophiques. Et si c'est catastrophique, on le saura bien à temps. Mais ce n'est pas le scénario qui me semble le plus probable. Alors, une autre question par rapport à la vaccination. Est-ce que la vaccination permet de sélectionner des variants? Alors, donc, le virus émerge et donc se multiplie tellement qu'il y a une nébuleuse quelque part de virus qui se produit à chaque génération de virus, et c'est toujours le meilleur qui va, ou le plus adapté, qui va passer la génération suivante de façon privilégiée. C'est comme ça que les variants sont sélectionnés, et c'est vrai que ces variants sont sélectionnés en partie sur leur capacité à échapper à notre système immunitaire, à échapper partiellement à notre système immunitaire. Ce système immunitaire, il a lieu quand on vaccine, okay, il a lieu aussi, il est stimulé aussi quand on est infecté. Et donc, l'idée aussi, de façon un peu imagée, c'est de se dire que quand on a tous ces virus qui sont là et que le mur n'est pas assez haut, il y en a toujours un ou l'autre qui va réussir à sauter au-dessous du mur. Et ça, c'est la sélection naturelle. Si le mur est beaucoup trop haut, il y en a pas qui vont être sélectionnés. Et c'est un peu le principe d'avoir une immunité très forte, stimulée par exemple, comme l'exemple que je montrais tout à l'heure, la vaccination et des expositions répétées au virus par la suite, ce qui met les gens dans une situation relativement confortable en termes de risque médical. Mais c'est sûr que cette immunité-là, quand elle est suffisante, elle va éviter normalement l'apparition de variants. Ce qu'on a vu, observé en situation réelle, c'est que ces variants, variants of concern, ils ont émergé où? Ils ont émergé dans des pays où, il y avait très peu de vaccination, où le virus circulait énormément, 2 fois en Afrique du Sud, on parle de l'Inde, on parle du Brésil, etc. Et les moments auxquels ils ont émergé, c'était des moments où il n'y avait pas, ou peu, ou pas assez de vaccins. Et en plus, quand on prend Omicron, par exemple, une des hypothèses les plus crédibles à ce jour pour l'émergence d'Omicron, c'est que ce variant a émergé dans une population faiblement vaccinée et fortement immunodéprimée de par exemple, l'endémicité du virus de l'immunodéficience humaine, donc le VIH-Sida. Et donc, ces personnes qui sont immunodéprimées ont des infections prolongées, ce qui augmente au sein d'un même patient la sélection de variants. Mais quand toute une communauté est immunodéprimée et qu'un variant commence à petit s'améliorer, il devient de plus en plus performant. Donc, quelque part, pour sélectionner un variant comme celui-ci, il faut vraiment un contexte où, il n'y a pas assez de vaccins, 2, les gens qui sont immunodéprimés, comme par exemple pour le VIH, n'ont pas accès à leurs médicaments, 3, il n'y a pas de surveillance génomique suffisante parce que, oui, ces sociétés-là, elles sont dans des complexités énormes et donc il n'y a pas que l'accès aux soins, il y a aussi la surveillance des maladies qui est souvent compliquée. Et donc voilà, oui, donc la réponse est oui, il y a une sélection des variants par l'immunité, mais de ce qu'on a observé, c'est surtout l'immunité naturelle dans des situations de circulation incontrôlée du virus et de sous-vaccination qui ont joué des rôles dans la sélection des variants précédents. Alors, le débat autour de est-ce qu'il faut vacciner des groupes cibles ou vacciner de façon non ciblée. Non ciblée, j'exclus ici les petits-enfants de moins de 5 ans qui n'ont pas été abordés dans le débat. Alors, le fait de vacciner des groupes cibles, c'est essayer de maximiser l'impact tout en minimisant le nombre de personnes concernées par la mesure. Et donc, quelque part, on sait qu'on ne va jamais atteindre l'effet maximal, mais qu'on va pouvoir impacter de façon importante, avoir un impact important en minimisant le nombre de personnes concernées. Si on fait l'exercice de dire on vaccine toutes les personnes de plus de 50 ans, ben on peut imaginer que ça va réduire de autant de pourcents l'occupation des soins intensifs si jamais il y a une vague avec un variant relativement sévère. Un peu moins avec Omicron, évidemment. On peut faire l'exercice aussi avec 18 ans. Et on se rend compte que plus on étend ce groupe,
moins il comporte des gens qui sont à très haut risque, mais plus l'impact sera grand. Alors, sur quelle base est-ce qu'on peut cibler ça? C'est sûr que l'âge, c'est quelque chose, une donnée publique qui permet de déjà donner un niveau de risque. J'ai entendu la région. Est-ce que la région bruxelloise, flamande ou wallonne fait de différence ici? Là, je crois que l'expérience nous a montré, en tout cas, qu'à chaque fois qu'il fallait prendre des mesures, ça ne servait à rien de le faire en fonction de distances géographiques. Il faut quand même se rappeler que les distances et les interconnexions entre les différentes régions restent très, très importantes. Les interconnexions restent très importantes et les distances très, très faibles, en Belgique, en tout cas, quand on regarde les choses de façon avec un peu plus de distance. Alors, sur quelle base aussi? Sur une évaluation médicale. Est-ce qu'il y a des comorbidités? Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il y a une immunité acquise? Et que c'est quelque chose de mesurable par une prise de sang? Est-ce que ce sont des personnes qui ont une exposition accrue au risque de par leur profession, par exemple, etc. Donc, cette évaluation-là, elle peut être faite. Et à part l'âge, je crois qu'elle serait le mieux faite par le médecin généraliste de la personne. Ou une personne qui jouerait ce rôle-là dans un centre de vaccination, en tout cas, ou qu'on pourrait appeler d'évaluation individuelle du risque. Maintenant, prenons les avantages et inconvénients une approche non ciblée. Quelque part, on part du principe que tout le monde aura un jour 50 ans. Ça, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, sauf problème, tout le monde va évoluer vers une situation où il sera plus à risque. Tout le monde sera exposé. On va vers une haute circulation du virus. On le voit bien avec Omicron. Quelque part, on sait, tout le monde sent bien autour de soi que le virus est très proche. Donc, soit on a déjà été infecté, soit on se dit que c'est pour bientôt. Et donc, quelque part, toutes les personnes, si on va dans une logique où on arrête un maximum les mesures qui visent à réduire les contacts sociaux, et je crois que ça, c'est souhaitable par la grande majorité, et moi y compris, ça a pour implication que le virus va beaucoup circuler. Alors, il faut aussi se baser sur le bénéfice-risque pour chaque tranche d'âge, et il y a quand même énormément de documents scientifiques et de suivi, c'est des choses qui sont monitorées en continu, qui montrent qu'il y a des bénéfices qui sont plus importants que les risques pour toutes les tranches d'âge qui ont été évaluées, et là-dessus, je vous laisse aux documents techniques. Quand on fait de façon non ciblée, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas la question de savoir, oui, mais donnez-moi la liste de vos comorbidités, peut-être que cette information va circuler dans des endroits qui auprès de votre assureur et donc du coup qui pourrait avoir un jour un impact sur la façon dont vous signerez vos contrats d'assurance, j'en sais rien. Au moins, il n'y a pas de discrimination si on met tout le monde dans le même groupe. Et il y a une certaine notion d'équité. Mais là, je ne suis pas je suis pas spécialisé de l'éthique ni du droit, et vous le savez, donc c'est important. Alors, est-ce qu'il faudra des boosters répétés? Mais comme je l'ai dit, ces boosters, il faut essayer de les répéter le moins possible, mais surtout les donner aux personnes qui en ont besoin au bon moment. Et ça, c'est extrêmement difficile puisque c'est une situation qui évolue de saison en saison, de variant en variant. Et donc, ça implique, ces boosters ne nous désengagent pas du processus de surveillance, de monitoring de ce qui se passe d'un point de vue d'évolution du virus, d'évolution des connaissances. Mais je pense que c'est le scénario quand même le plus probable pour les personnes qui ont une immunité très faible. Et quelque part, c'est pour un certain nombre de ces personnes, et certainement celles qui ont une immunité très faible, essayer de rebooster l'immunité de façon répétée, et certainement avant, par exemple, une période hivernale, la logique serait qu'il y aurait un bénéfice important pour ces personnes. Je ne dis pas qu'il y aura un bénéfice dans tous les cas, et ça doit être monitoré, mais je pense que c'est important d'anticiper ce scénario-là. Alors, quel va être l'impact admettons que toutes les personnes non vaccinées, adultes, soient vaccinées, est-ce qu'il y aura un grand impact pour elles? Oui, on sait et on a encore vu qu'il y a un impact en termes de mortalité, d'hospitalisation, ça c'est extrêmement clair, donc pour ces personnes, oui. Est-ce que la société arrivera ou n'arrivera pas à faire avec? On a vu au travers de la dernière vague Delta, à travers cette vague Omicron, que, a priori,
on commence à savoir gérer en termes d'occupation hospitalière voilà, cette proportion de personnes non vaccinées, même si elles sont en plus haut risque et qu'elles atterrissent de façon beaucoup plus fréquente à l'hôpital. En termes de nombre, comme cette population-là représente un nombre très limité, enfin, relativement limité, et ça dépend ici certainement des régions. Par exemple, à Bruxelles, là, il y a un réel problème, mais qu'il faut voir aussi au regard de est-ce que ces personnes ont déjà été exposées au virus. Donc, ça ne veut pas dire que leur immunité est nulle, donc ça aussi, il faut pouvoir le mesurer. Mais donc, voilà, l'impact pour la société, ben, c'est sûr que si on a des variants qui ne dépassent pas fortement la pathogénicité, la sévérité de Delta, a priori, on n'est pas dans un scénario où les choses vont moins bien se passer. Même si, voilà, il faut pouvoir prévenir certaines co-épidémies, par exemple. On a parlé du CST, et c'est vrai que je me suis souvent exprimé de façon assez dubitative par rapport à la logique du Covid Safety Kit, qui veut qu'on puisse mélanger dans des endroits à haut risque de transmission des personnes vaccinées, mais qu'on sait qu'ils peuvent transmettre le virus, qu'on ne teste pas, qu'on ne garantit pas comme étant négatives, avec des personnes non vaccinées, donc vulnérables à des formes sévères, qui, elles, sont testées négatives. Donc, en fait, le CST, dans certaines circonstances, mais est un catalyseur d'infection de personnes non vaccinées, ce qui, en soi, pour moi, est un réel problème. C'était une solution qui avait été proposée, et voilà, mais j'émets toujours des doutes par rapport à cette stratégie. Alors, la stratégie que vous appelez 1G, qui consiste à donner un certificat vaccinal, j'aimerais séparer ici deux choses. Un, avoir un certificat de vaccination, c'est toujours OK. N'importe quel vaccin que j'ai eu ou que n'importe qui en Belgique a est associé avec le fait qu'on reçoit un certificat simplement pour pouvoir donner une traçabilité du vaccin qu'on a reçu à quel moment. Et ça, c'est nécessaire, c'est utile. Est-ce que ce certificat de vaccination, qui est quelque part quelque chose qui est normalement quelque chose de l'ordre privé, est-ce qu'il doit être rendu public et donner accès à certaines choses? Je crois ici que c'est là où le débat est extrêmement difficile. Et c'est en tant que société, et là-dessus, moi, je peux m'exprimer ici qu'en tant que citoyen et pas en tant qu'expert sur ce point-là, c'est que je trouve compliqué sauf situation d'urgence et qui nécessite vraiment de prendre ces mesures-là, de limiter l'accès à certains endroits sur base d'un certificat de vaccination. Je préférais avoir un endroit où tout le monde a la garantie de pouvoir accéder et de pouvoir ne pas avoir sa santé qui est mise à risque. En sachant aussi que cette stratégie 1G, même si on l'appliquait à certains moments bien précis dans le temps et dans l'espace pour les personnes non vaccinées, elle sera toujours exposée à de la critique parce qu'elle sera toujours critiquable. Et quelque part, c'est donc des mesures qu'on se met en poche, on sait que si on va sortir, elles seront toujours critiquables et critiquées et créeront toujours voilà, ces débats de société. Ce qui, quelque part, par rapport à l'obligation vaccinale, et ici je prends une position théorique et pas un avis spécifiquement personnel, c'est que l'obligation vaccinale, c'est obligé une fois et puis après on n'en parle plus. Le 1G, c'est ressortir à chaque fois un, voilà, un potentiel conflit social. Alors, le rôle des traitements. Ici, je crois qu'il faut être très transparent, très clair. Il y a de nouveaux traitements antiviraux qui semblent, sur base d'évidences cliniques, d'études cliniques, montrer une efficacité très importante. Et donc, ça peut offrir une solution ou une alternative complémentaire à la vaccination pour des personnes immunodéprimées à risque de forme sévère, soit, ça c'est un point de vue théorique, et je vais dire pourquoi ce n'est que théorique, pour des personnes non vaccinées. Pourquoi est-ce que c'est que théorique? Pourquoi est-ce que les personnes non vaccinées pourraient partir du principe qu'ils auront accès à des médicaments antiviraux? Ils ne seront pas accessibles rapidement en quantité suffisante pour cette énorme masse de personnes non vaccinées. Deux, on sait que ces médicaments antiviraux, quand on les utilise de façon non ciblée et massive, et quand ils sont utilisés en monothérapie, l'expérience nous montre que ce soit dans les antibiotiques
ou les antiviraux, que le développement de résistance se fait de façon quasi automatique après quelques mois, quelques années, peu importe, d'utilisation. Et donc, quelque part, au plus on va élargir les indications pour l'utilisation de ces antiviraux, au plus on va s'exposer au risque que ces antiviraux deviennent moins ou plus efficaces pour les personnes qui en auront vraiment besoin. Et donc, je pense qu'il faut aborder ces antiviraux avec une certaine logique, évidemment, de les utiliser quand ils peuvent nous aider, certainement quand c'est nécessaire, mais d'éviter une surutilisation quand elle n'est pas nécessaire, parce que quelque part, c'est se couper l'herbe sur pied en termes de l'efficacité dans le futur. Alors, j'ai entendu encore aujourd'hui cette distinction et cette confusion entre les hospitalisations pour Covid ou avec Covid. Donc là, je vous réfère au rapport de surveillance génomique qu'on publie chaque semaine et encore hier soir, qui est disponible sur le site de l'UZ Leuven et chaque semaine en accès libre. Je crois que pour trancher ce débat, ce qu'on fait à l'hôpital, c'est de voir chaque semaine le nombre de personnes en fonction de la sévérité de leur maladie. Donc, c'est vrai que certaines personnes arrivent avec une appendicite et sont diagnostiquées avec du Covid. OK. J'ai l'impression qu'on ne parle plus que de ces personnes-là. Donc, ce qu'on fait pour essayer de mettre de la clarté dans ce débat-là, c'est chaque personne testée positive, on évalue la sévérité de leur maladie Covid. Et c'est vrai qu'il y a un grand nombre de personnes qui n'ont pas de symptômes ou des faibles symptômes qui sont hospitalisées pour d'autres raisons et qu'on diagnostique. Et ça, ces personnes-là représentent quelque part la circulation du virus dans la population. Mais il y a des personnes aux soins intensifs avec Omicron. Il y a un enfant avec cette forme inflammatoire importante dont on va parler tout à l'heure. Donc, ces choses-là, elles existent aussi. Et je crois que c'est important d'aller chercher l'information là où elle est disponible pour pouvoir essayer d'enlever la confusion systématique qu'on met dans ce débat. Alors, j'arrive petit à petit à la fin. L'impact sur la transmission. Oui, et ça on l'a montré, il y a la vaccination a un impact sur la transmission, mais cet impact est limité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vaccination, telle qu'elle existe aujourd'hui, ne bloque pas la transmission, elle diminue la transmission. C'est très bien, c'est utile, mais ce n'est pas suffisant que pour arrêter la circulation. Donc, même dans une population fortement vaccinée, on l'a vu par exemple en Flandre pendant la vague Delta, une population extrêmement vaccinée, on a vu le virus circuler énormément. Et ça, c'est ce à quoi il faut se préparer. Ce vaccin bloque partiellement la transmission, mais pas assez que pour se prémunir des effets vagues. Et ça, c'est un fait. Ça aurait été bien que ce ne soit pas le cas, mais ce n'est pas le cas. Donc, de cette observation-là, on sait que les personnes non immunisées aujourd'hui, je mets là-dedans non immunisées, les personnes qui ont été ni exposées au virus, ni vaccinées, mais elles seront exposées un jour. Et donc, on le sait, puisqu'on va laisser circuler ce virus, et que même la vaccination ne va pas empêcher le virus de circuler. Donc, ces personnes qui ont réussi à aujourd'hui se prémunir d'une infection et qui ont refusé le vaccin pour l'une ou l'autre raison aujourd'hui, mais on sait, on peut leur dire que la chance est quasi de 100% d'être exposé au virus dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent. Donc, la question, c'est de comment leur apporter le meilleur service. Et là, la vaccination reste quand même toujours l'approche la plus efficace. Un petit mot là-dessus, je ne suis pas spécialiste non plus, donc je vous invite à écouter des personnes dont c'est la spécialisation, mais par rapport au suivi et au rapportage des effets secondaires. Donc, j'ai été regarder il y a quelques jours le dernier update par rapport aux effets secondaires sur le site de l'EMA. Le nombre d'effets secondaires rapportés, le nombre de décès rapportés. Alors, il faut savoir que cette base de données, elle est très, très permissive. C'est-à-dire que les gens peuvent rapporter, les médecins, etc., peuvent rapporter des effets secondaires qui sont possiblement liés. Donc, par exemple, une maladie qui a lieu, qui se développe quelques jours, quelques semaines après le virus, après l'administration du vaccin, eh bien, elle peut être rapportée. Un décès qui a lieu quelques jours, quelques semaines après l'administration du vaccin peut être rapporté, même si le lien n'est pas fait. Puisqu'il ne faut pas oublier que les gens, même avec un vaccin, ont le droit de mourir. Ils peuvent mourir avant le vaccin, ils peuvent mourir après le vaccin, ils peuvent même mourir sans vaccin. Et donc,
Mais quand on regarde ces chiffres-là, qui sont, comme je disais, très, très permissifs dans la définition, c'est-à-dire qu'on est sûr qu'on englobe plus que la situation probablement réelle, donc c'est une approche très, très safe, eh bien, le nombre d'effets secondaires et de décès, c'est quelque chose de quantifiable. Et quand on met ces chiffres-là en rapport avec le risque d'effets secondaires de la maladie, avec le risque de décès lié à la maladie, eh bien, là-dessus, il n'y a aucun doute que la balance bénéfice-risque reste en faveur de la vaccination. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de décès, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effets secondaires, ça veut dire que ces effets secondaires sont bien notifiés et que là-dessus, ils sont quantifiables et aussi on peut les mettre en balance par rapport aux bénéfices attendus. Donc là-dessus, il y a de l'information transparente qui existe et je vous réfère à celle-là. Alors, je vais clôturer avec la question autour de la nécessité de rendre le vaccin accessible, non seulement pour les personnes non vaccinées en Belgique, mais aussi à travers le monde. Et on sait que les raisons du non-accès aujourd'hui en Belgique sont différentes des raisons du non-accès dans des pays à faibles ressources. Augmenter cet accès-là, c'est important. Et je crois qu'il y a des freins qui restent aujourd'hui. On ne va pas relancer le débat, mais il y a aujourd'hui une grande partie de la planète qui n'a pas accès à ces vaccins, alors qu'ils sont tout autant nécessaires que chez nous. Là où je ne rejoins pas tout à fait l'avis, c'est, le sous-entendu, c'est de dire qu'il faudrait choisir ou vacciner quelques centaines de milliers de Belges en plus, ou donner accès à quelques milliards de personnes en plus. Ce n'est pas ou. Il y a un problème d'accès à l'information d'un côté, d'accès au vaccin de l'autre, mais il ne faut pas présenter ça comme étant un choix à vacciner chez nous ou vacciner là-bas. Il faut vacciner toutes les personnes chez qui le vaccin peut être une solution considérée comme utile, efficace, qui leur garantit de poursuivre leur vie en bonne santé. Voilà, je vais m'arrêter ici.